Monsieur Dalbeda Amavi Elom, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes conseiller régional, la voix des sans-voix. Merci d'avoir accepté notre Je vous invitation. remercie également pour votre invitation. Et vous faites un bon travail. Félicitations à vous. Merci beaucoup pour le compliment. Alors, depuis un moment, Dame Nakadé et Amron affichent publiquement leur désaccord vis-à-vis du régime de Faure Gnassingbé. Comment expliquez-vous, au-delà des arguments que les concernés avancent, comment est-ce que vous expliquez cela? Non, j'explique cela par le fait que ça relève de la nature humaine. À un certain moment, l'homme se pose des questions, se remet en cause et essaye de trouver des solutions alternatives pour améliorer les situations. Il y a une situation donnée, ils étaient, comme on le sait tous, ils étaient du régime. Aujourd'hui, ils ont constaté que certaines choses n'allaient pas bien dans le régime. Sûrement qu'en interne, ou bien en interne, surtout pour Madame Nyakadé, ou bien pour Amron, qui était un artiste qui côtoyait un peu le régime, sûrement qu'ils ont eu à faire des observations qui n'ont pas été prises en compte. Raison pour laquelle ils sont allés un peu plus loin. Et quand ils sont allés un peu plus loin, la réponse qui leur a été donnée par le régime en place les a contraints à définitivement prendre corps et âme pour la grande majorité. Comme eux-mêmes le disent, ils étaient de la minorité. Mais aujourd'hui, ils veulent aider la majorité à se faire entendre. Ils veulent obtenir des avancées démocratiques en matière de développement, des avancées socio-économiques pour la population en général. Donc je pense que ça relève de l'évolution normale des choses. Oui, ben ça c'est évidemment ce qu'ils disent. Est-ce qu'il n'y aurait pas des intérêts en jeu selon vous? Non, vous savez, c'est très simple de dire comme ça, ou bien c'est ce que nous entendons beaucoup, les populations disent, ok, et ça diminue en quelque sorte leur engagement. Ce que nous devons retenir pour la population qui aspire à de meilleures conditions de vie, ce que nous devons retenir, c'est que des gens qui, d'une façon ou d'une autre, étaient dans la minorité, ont constaté qu'il faut améliorer les conditions de vie des Togolais. Ils l'ont dit en coulisses, ils le disent publiquement et ils joignent même l'acte à la parole. Donc c'est une bonne chose pour nous. Vous pensez qu'ils l'ont dit dans les coulisses? Si la situation est telle, ça veut dire qu'ils en ont parlé en privé. À qui de droit? Ils en ont réellement parlé en privé. Et aujourd'hui, comme on ne les a pas écoutés, parce que dans un régime, on ne voit pas seulement celui qui est à la tête. Il faut voir aussi les autres. Il faut voir aussi que c'est un système. Il faut voir aussi que c'est un pouvoir qui a duré. Il aurait dit à qui déjà? Il aurait dit à qui? Il aurait dit à celui qui l'a nommé ministre en temps. Il aurait dit... À Faure Gnassingbé. Naturellement. Il aurait dit à celui qui l'a nommé ministre. Puisque en tant que ministre, tu ne peux pas être ministre du président sans avoir des relations, sans avoir des occasions de discussion avec le président de la République, aujourd'hui le PCM. Et tu ne peux pas avoir des idées, ne pas partager avec ton leader. Vous comprenez? Mais en ce moment, si vos propositions ne reçoivent pas des échos favorables, vous êtes obligé de le dire dehors. Et quand ils l'ont dit dehors, on connaît la suite. Donc je pense que c'est des gens aujourd'hui qui sont pour le grand peuple. Même le président de la République ou bien le PCM, sûrement que lui-même il est pour le grand peuple. Peut-être qu'aujourd'hui il est coincé ou bien les résultats sont insuffisants. Comme les résultats sont insuffisants, les gens le disent, il va falloir que lui-même, il écoute ces gens-là. Malheureusement, la réponse qui est donnée à Amron, à Nyakadé et à d'autres personnes bien avant eux. Aujourd'hui, on fait une fixation sur Madame Nyakadé et Amron, mais bien avant eux, il y a des gens qui ont beaucoup parlé. Donc aujourd'hui, on a tendance à croire que leur position met en danger le régime. Le régime, c'est un groupe de personnes. On va revenir sur cet aspect de la chose où on verra l'implication de leur sortie sur la vie politique du régime. Hein. Mais déjà, selon vous, qu'est-ce qui peut justifier cette collaboration subite, hein, bien qu'implicite, entre l'artiste Amron et Nyakadé, puisque c'est Amron qui a appelé les Togolais à marcher sur les trottoirs et Dame Nyakadé a obéi à cela. Comment expliquez-vous que deux personnes qui séparément étaient dans un système, ça sort du système et subitement on voit qu'ils s'entendent très bien?
Non, on ne sait pas s'ils s'entendent très bien. Du moins sur ce qu'on voit sur le terrain. Oui, qui se ressemblent, ça semble. Amron a dit que c'est sur la base des révélations de Daniel Nakadé qu'il fait ses sorties déjà. Oui, en réalité, ce n'est pas une nouveauté dans des systèmes politiques. Dans les systèmes politiques, par exemple, vous qui êtes des journalistes, vous sortez des dossiers, il appartient aux politiques, il appartient à la population, il appartient même aux gouvernants de se saisir de ce que vous dites pour en faire bon usage. Donc quand Amron a appelé à des manifestations ou bien Mme Nakadé a fait des révélations et à la suite desquelles M. Amron a réagi, il n'y a pas que eux deux. Il y a beaucoup d'autres acteurs politiques qui soutiennent leur démarche. Par exemple, nous avons vu le professeur Dosset de la société civile, nous avons vu M. Nathaniel Olympio, nous avons vu les FDR, nous avons vu d'autres partis politiques comme l'ANC qui ont soutenu. Il y a aussi la société civile qui soutient, par exemple... Qui ont soutenu Dame Nakadé ou bien Amron? Non, qui soutiennent leurs demandes. Qui soutiennent leurs demandes. Okay. Leurs demandes sont en faveur de la population. Par exemple, le mouvement Martin Luther King aussi soutient ce que M. Amron et Nakadé sont en train de demander pour le peuple. Le bien-être, l'amélioration des conditions de vie, plus de démocratie, plus de liberté et surtout, voilà, j'allais en venir, okay. Et surtout l'alternance. Cette alternance n'est même pas dirigée contre M. Faure Gnassingbé, comme vous le dites. Peut-être que ça lui permettra d'aller vaquer à d'autres occupations, de représenter le Togo sur le plan international et d'être encore plus épanoui. Vous savez, en Amérique, par exemple, Al Gore avait compétit pour être président de la République. Il n'a pas pu être président de la République, mais après, il a vaqué à d'autres occupations. Il est devenu prix Nobel de la paix ou bien de l'environnement. Il y a d'autres présidents de la République qui vaquent à d'autres occupations. Il y a Thabo Mbeki qui est un ancien président de l'Afrique du Sud. Il fait d'autres choses. Il y a Obasanjo. Il y a plein de présidents aujourd'hui qui sont, après leur fonction, qui excellent dans beaucoup d'autres domaines. Donc j'allais dire que l'appel à ce que le président du Conseil aujourd'hui, démissionne, n'est pas forcément contre sa personne, vous savez, parce que, comme vous le savez, Amron et Nakadé étaient dans le régime. Donc il ne peut pas vouloir du jour au lendemain le lynchage de leur propre frère d'hier. Sûrement qu'ils veulent quelque chose de plus noble pour tout le pays. Et donc nous devons le prendre comme tel. Et moi, je pense véritablement qu'aujourd'hui, il y a un vent favorable pour que la classe politique, avec les nouveaux contestataires, se retrouve et ensemble aille voir directement le président du Conseil lui-même et parler cas sur table et lui proposer une sortie honorable. Une sortie honorable qui préserve non seulement son intérêt à lui, mais l'intérêt également de son groupe et aussi l'intérêt général. L'intérêt général, c'est qu'il faut réinitialiser le Togo, il faut une transition pour le Togo, pour un Togo nouveau, pour le développement du Togo. C'est important. Donc, on ne va pas juste dire qu'on demande la démission du président de la République ou bien on veut l'alternance, donc c'est une mauvaise chose. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une mauvaise chose pour eux, à l'instant T. Mais dans 5 ans, nous tous, on serait contents. Vous savez, par exemple, au Ghana, depuis que Rawlings a quitté le pouvoir, le NDC a été au moins 8 ans au pouvoir. Le NPP, qui était de l'opposition aussi, a été au pouvoir pendant 8 ans. Donc, il s'alterne. S'il y a aujourd'hui un renouveau démocratique au Togo, beaucoup d'autres personnes dans le régime peuvent devenir présidents, peuvent devenir des ministres. D'autres talents peuvent émerger au bénéfice du Togo. On aura également d'autres personnes dans l'opposition ou bien dans la société civile, dans les populations qui vont émerger. Au Bénin, on voit celui qui est aujourd'hui préposé à succéder à Talon. Personne n'imaginait ça. Par exemple, le vent démocratique qui a soufflé au Bénin, ça a permis beaucoup plus aux gens qui ne sont pas des politiques fins à accéder au pouvoir. Yahi Boni n'était pas un politicien de carrière, il était plutôt un travailleur, un fonctionnaire international qui a accédé à la magistrature suprême. Talon aussi était un homme d'affaires qui a accédé à la magistrature suprême. Celui qui est même aujourd'hui préposé, s'il gagnait, on ne dirait pas que c'est un politicien de carrière. Ailleurs, au Nigeria, quand il y a eu le renouveau, on a vu beaucoup de militaires, beaucoup de généraux devenus présidents de la République. Donc, le changement, l'alternance bénéficiera à tout le monde, y compris ceux qui sont au pouvoir
comme à ceux qui ne sont pas au pouvoir et quelquefois même à la population. Donc je pense que au-delà de tout ça, nous voulons que le Togo soit réinitialisé, un nouveau Togo pour nous tous et non pour ce que nous disons communément dans notre langage, qui est devenu courant ici, une minorité. Alors, Monsieur Elom, je rappelle que vous êtes conseiller régional du mouvement La Voix des Sans-Voix. Au sein de votre mouvement, si on considère que Amron a réussi à séduire une partie de la jeunesse, Dame Nyakate aujourd'hui est portée par une partie de la population qui peut-être la voit comme une héroïne. En ce sens, comment est-ce qu'elle pourrait nuire, garnie de cette confiance qu'elle a au sein de l'opinion togolaise, comment est-ce qu'elle pourrait consister à une forme de menace au sein du régime? Je pense que c'est une opportunité pour la classe politique tout entière. Parce que je discutais la dernière fois avec une autre dame, une élue, et elle me demandait si Mme Nyakate doit marcher sur la tête de ses enfants. Autrement, est-ce que Mme Nyakate doit nuire à ses anciens partenaires? Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt une opportunité pour toute la classe politique togolaise et pour le Togo même. Parce que vous voyez, autour de nous, beaucoup de pays sont en train de bouger. Le Bénin, le Ghana. Le Ghana, il y a eu encore des élections la dernière fois. Au Burkina Faso, dans les pays du Sahel, les choses bougent. Donc tôt ou tard, ça va bouger au Togo, d'une façon ou d'une autre. Donc c'est plutôt une opportunité pour nous, puisque aujourd'hui, on a des gens qui, associés avec les partis politiques traditionnels ou bien les leaders d'opinion traditionnels, la société civile et les confessions religieuses, peuvent aller voir le pouvoir en place, en particulier, j'insiste là-dessus, le PCM, pour discuter des opportunités, le PC pour discuter des opportunités pour faire évoluer le Togo, sur le plan démocratique, sur le plan de la gouvernance, sur le plan du développement. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a vu des gens être ministres pendant plusieurs années. Alors qu'il y a d'autres talents. Il y a d'autres talents qui peuvent contribuer au développement du Togo. Donc je pense que c'est plutôt une opportunité pour les uns et les autres. Parce que manifestement, Amron ne peut pas vouloir qu'on lynche ses anciens amis. Mais il les invite, Mme Nyakate aussi les invite à changer de paradigme. Et le nouveau paradigme, c'est que nous voulons un nouveau Togo pour nous tous. Donc je pense qu'aujourd'hui, le vent est favorable pour que la classe politique se retrouve. Parce que si jamais il y a des changements brutaux de régime, ça n'avantage personne. Quand vous voyez au Sahel, les militaires là sont partis pour au moins 5 à 10 ans. Et on se demande s'ils vont réussir vraiment leur mission. Mais aujourd'hui, si les acteurs politiques... Vous savez que ne va pas démissionner aussi facilement comme cela. Bon, c'est pourquoi il faut aller le voir. Il faut aller le voir et discuter avec lui. Quand vous irez le voir... Êtes-vous allé le voir au sein de votre mouvement La Voix des Sans-Voix? Non, ça ne doit pas être une activité solitaire. Ça doit être un travail collectif. Avez-vous été à la tête de cette initiative? Les leaders, mes chefs avec qui je parle, je leur dis exactement ce que je suis en train de vous dire. Ils vous écoutent? Bon, ça vient, puisque aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de personnes aujourd'hui parlent de transition. Et on ne peut pas faire la transition sans M. Faure, qui est le PC aujourd'hui. Parce que lui-même, il doit accompagner. Accompagner ne veut pas forcément dire que à l'issue, c'est lui qui doit gérer la transition, ou bien à l'issue de la transition, il doit être encore président, ou bien PC, ou bien quoi que ce soit. Mais il doit quand même accompagner. Et c'est à tout son honneur. D'accord? Il peut accompagner. Il peut accompagner puisqu'il connaît les rouages ayant été au pouvoir pendant 20 ans. Accompagner, c'est-à-dire accepter, partir et accompagner? Oui, bien sûr. Accepter, partir et accompagner. Vous y croyez vous-même à ce que vous dites? Bien sûr, j'y crois. Mais il faut au préalable aller discuter avec lui. Même si lui, aujourd'hui, il n'appelle pas la classe politique parce que ça fait depuis le 6 juin que les manifestations ont commencé. Nous nous étonnons qu'il n'ait pas pris la parole. D'autres ont tenté de prendre la parole. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'attend à ce qu'il parle lui-même. Et il donne une vision des directives positives pour le Togo. Et non pour un clan. Ce n'est pas la victoire de l'opposition sur le pouvoir en place et non, ou bien la conservation du pouvoir. Ce que moi je vois l'intérêt général, l'intérêt du peuple togolais. Si l'opposition s'organise
avec les leaders d'opinion actuels, avec les confessions religieuses, avec les chefs traditionnels, ils s'organisent pour aller rencontrer le PC et poser clairement le sujet sur la table. Comment conduire le Togo vers un renouveau? Comment aujourd'hui la transition que tout le monde appelle de son vœu? Comment réaliser cette transition? On ne peut pas réaliser la transition au moment où chacun est dans son camp. Il faut à ce moment aller voir le président de la République. Indirectement, vous parlez de débat. Bien sûr. Mais le Togo a eu beaucoup de dialogues déjà. Oui, quand vous allez à un dialogue, c'est sûr que celui qui n'ont jamais été respectés par des partis. Alors comment est-ce que des gens qui ont assez fait confiance au dialogue vont encore renouer avec ce dialogue quand des dialogues ont échoué? C'est pas parce que le dialogue a échoué qu'on ne va plus y recourir. Quand on parle de transition, aujourd'hui, il y a eu une transition au Togo quand même qui n'a pas marché. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus essayer. Maintenant, et c'est ce que je suis en train de dire, que s'il n'y a pas de dialogue entre les deux camps, et si jamais il y a irruption d'un troisième larron, ça n'avantage ni ce camp, ni ce camp. Donc il va falloir, tôt ou tard, pour l'intérêt des populations togolaises, pour l'intérêt général, aller discuter. Et si vous estimez que le PC doit céder la place, nous pensons qu'après avoir fait 20 ans, il peut céder la place sans grand dommage. Et il faut lui proposer des garanties, des sorties honorables pour que lui aussi puisse accompagner le Togo vers une transition, vers un renouveau. Donc vous ne pensez pas que Dam Nakadé, à la hauteur des lectures politiques que font des partis, n'est pas vu comme une menace au sein du régime? Est-ce que le régime, vous pensez que le régime conçoit Dam Nakadé comme une menace à leur stabilité? Non, naturellement. Naturellement, c'est humain. Ils peuvent tout de suite penser que c'est une menace pour leur poste, surtout pour leur poste. Quand vous voyez par exemple, moi j'aime analyser le cas togolais à la lumière de ce qui se passe dans d'autres pays. Quand vous voyez par exemple la Côte d'Ivoire, quand Ouattara s'est représenté lors de son discours, on a vu les vidéos où des jeunes gens dans leur bureau étaient en train de sautiller de joie. Ils sautillent pourquoi? Parce qu'ils estiment que comme il est là, nous aussi on va continuer par être à notre poste, on va gravir des échelons. Vous voyez, il y a même eu une sortie d'un membre de la famille de Mme Nyakadé qui questionnait les fondements qui ont poussé le président à nommer à nommer Mme Nyakadé aux anciens postes qu'elle a occupés. Que supposément, est-ce qu'elle était la mieux placée parmi tous les Togolais? Donc il y a des gens qui profitent du statu quo pour émerger, pour avoir des postes, pour améliorer leurs conditions de vie. Donc nous disons, il ne s'agit pas d'entretenir seulement un groupe, mais de voir le bien-être général. Et sûrement qu'en tant que président de la République, le PC veut quand même que son nom soit inscrit dans l'histoire du Togo comme ayant contribué au développement du Togo. Donc il faut aller aux discussions et poser la question de son départ, sans problème. Donc vous concevez qu'il faut encore aller au dialogue quand Amron et Nakadé n'évoquent pas le dialogue. Alors continuons. Pensez-vous que Nakadé serait intouchable? Amron a été torturé. On a vu les preuves, du moins au regard de ce qu'il a avancé, et son avocat que j'ai reçu à votre place ici. Mais Dame Nakadé, depuis ces vidéos, ce qu'elle dit, peut-être qu'elle n'a pas insulté, mais elle a quand même appelé à démission du pouvoir de Faure Gnassingbé, mais elle n'est pas inquiétée. Pensez-vous qu'elle serait intouchable? Non, pas forcément qu'elle est intouchable, mais c'est une femme. D'abord, il faut respecter les femmes. Donc, je pense que... Vous avez vu les vidéos où la gendarmerie a sévèrement frappé les femmes, là? Donc, il y a un poids de mesure. Elle serait une femme plus considérée que les autres femmes togolaises? Non, quand même, elle a été ministre. Oui. Comme vous l'avez dit, elle a des enfants qui portent le même pas dans la famille. Donc, c'est une raison de faire la part des choses, de ne pas la frapper, de ne pas la heurter. Ce n'est même pas bien de frapper. Oui. Ce n'est même pas bien de frapper, ce n'est même pas bien de torturer ceux qu'on arrête pour des manifestations. C'est une occasion pour moi d'avoir une pensée de solidarité envers ceux qui sont aujourd'hui dans les géoles, comme Folie Sativi, et comme Armand, qui est un membre de Togo Debout. En tout cas, il est un acteur de la société civile, comme bien d'autres, comme Jean-Paul Oumoulou, comme Tichopé,
qui ont écrit des poèmes, simplement, ils ont été arrêtés. C'est vrai, on ne va pas se voir la face. Madame Nyakade a été ministre. Elle a des acquaintances familiales avec le régime en place. Et c'est une femme de surcroît. Donc elle est intouchable. Elle n'est pas intouchable. Mais aujourd'hui, il faut dire que depuis, je pense, que depuis le 6, où on a vraiment bastonné des gens, on a vraiment torturé les gens, selon le rapport du CACIC, depuis le 28 aussi, je pense que les manifestations qui ont suivi, j'ose croire que le fait de violenter les gens a diminué un peu. Et nous espérons que ça va continuer comme ça et que les prisonniers politiques seront relaxés. La question n'est pas de toucher à Mme Nyakade ou pas. Le sujet qui est sur la table, nous voulons réinitialiser le Togo. Nous voulons un Togo nouveau qui profite à nous tous. Comment y parvenir? Elle a sa proposition qui souhaite que le PC... Ce qui me retient ici, c'est de savoir est-ce que le régime aurait peur, ou bien l'armée aurait peur de toucher à Dame Nyakade. J'étais là l'autre fois quand on devait l'escorter, on l'a juste escorté, personne n'a osé la toucher. C'est comme ça que ça doit être normalement. Okay. On n'a pas besoin de violenter les populations. Et pourquoi on le fait ailleurs? Pourquoi on le fait ailleurs? Est-ce qu'elle serait une citoyenne extraordinaire? Selon vous, hein? Selon moi, c'est vrai que de par sa position, de par son passé, elle peut jouir encore d'un certain respect. De par son rapprochement avec le régime, c'est ça? Non, de par son passé. Elle a été ministre, n'est-ce pas? Elle a été ministre des armées et je répète encore une fois que c'est une dame et aussi, on connaît ses acquaintances familiales. Donc, c'est normal, c'est humain, c'est humain. Mais jusqu'à présent, je pense qu'elle aussi, elle n'a pas... elle a dit certaines vérités, mais ces vérités-là, tout le monde le dit au quotidien au Togo. Donc, nous souhaitons juste qu'en tant que des citoyens togolais, des frères togolais, on puisse faire avancer notre pays. Elle a proposé sa solution. Cette solution est une bonne solution, selon moi. Laquelle? Que Faure Singbe démissionne? Oui, mais avant la démission, il faut aller le rencontrer et discuter et voir dans quelle mesure... Je ne pense pas qu'elle a dit ça. Elle a dit... Non, elle n'a pas dit ça. Ouais. Maintenant, elle a dit que le président du conseil démissionne. Mais avant de démissionner, il y a des préalables. Parce qu'il a échoué, le système a échoué, il faut le remplacer, il faut le changer, c'est ce qu'elle a dit. Même les présidents qui ont réussi, en certain moment, avec l'usure du temps, les populations s'enlacent, n'est-ce pas? On a demandé même à De Gaulle de quitter le pouvoir. Et même Bill Clinton... Sauf que le régime ne conçoit pas cela. Alors, évoluons. J'étais personnellement présent l'autre fois, comme je l'ai dit, devant la maison de Dame Nyakade, après qu'elle soit escortée par la gendarmerie qui lui a refusé son droit normal de marcher sur le trottoir. On a vu la vidéo. Elle n'a pas été la seule à avoir subi ce refus de cette privation de liberté, de manifester. Il y a aussi Dame Adjamagbo et aussi Amron. Pensez-vous que le régime de Faure Singbe, bien l'armée ou bien la police, la gendarmerie, pensez-vous que le système là aurait peur que cette tête de pont puisse drainer des foules? Naturellement, naturellement. Et aujourd'hui, tout le monde sait. Tout le monde sait réellement la situation sociopolitique du Togo, les conditions économiques dans lesquelles les populations vivent. Et tout le monde sait à peu près comment la conscience collective est calibrée. Aujourd'hui, tout le monde dit que ça ne va pas. D'accord? Donc, si naturellement elles sortent, ou bien si ces leaders, ces personnalités sortent, les gens peuvent les suivre. Mais ce n'est pas la fin du monde. En Côte d'Ivoire, il y a eu une manifestation monstre de l'opposition, mais le pays n'est pas à feu à sang. Le pays ne s'est pas fendu en deux. Donc, on peut, normalement, aux yeux de la loi, les laisser jouir de leur droit de citoyen de marcher sur les trottoirs ou bien de s'exprimer. Parce que protester, aller à des meetings, faire des marches, c'est un message qu'on envoie au régime en place, aux gouvernants, qui doivent les prendre en compte. Demain, ils peuvent être dans l'opposition et vouloir marcher. Figurez-vous que des gens qui ont travaillé avec Mobutu, ils sont partis rester à la Cour internationale de justice disant qu'on est en train de brimer leurs droits. Mais quand ils étaient là, les gens disaient que c'est eux qui brimaient les droits des gens. Et donc, aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir. Demain, ils seraient peut-être dans l'opposition et qu'ils vont souhaiter manifester. On a manifesté pour des ministres au Togo ici, qui du jour au lendemain se sont retrouvés derrière les barreaux. On a manifesté pour des ministres au Togo ici. Okay? Donc tout le monde, à tout moment, tout citoyen, petit ou grand, peut se retrouver en difficulté et avoir besoin
de manifester ou bien de marcher, d'avoir le soutien populaire. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faut écouter la population et travailler sur ça. Ce n'est pas le cas. On a vu que au regard de ce qu'on voit, c'est comme si le régime de France ne veut pas qu'au Togo, les gens manifestent, les gens marchent et réclament leurs droits. Ce qui n'est pas une bonne chose. Et j'allais dire plus que ça. Au moment où les gens marchaient, ou bien au moment où les gens tentaient de marcher sur le trottoir et on les a empêchés, on a vu d'autres faire du sport et même être, de façon curieuse, être accompagnés par des forces de l'ordre pour les protéger. Parce qu'on suppose qu'il y aurait des gens qui allaient tenter de les violenter. De la même façon, il fallait encadrer, il fallait laisser les gens user de leur droit constitutionnel de marcher. Ne serait-ce que sur les trottoirs, même s'ils sont des centaines de milliers, je ne suis pas sûr que ça va faire que le Togo va se fendre en deux domaines. Donc aujourd'hui, on constate que la réponse que nous attendons des gouvernants face aux inquiétudes des populations, la réponse n'est pas adéquate. On souhaite... Au sein de votre mouvement, est-ce que vous pensez que Fouanasigbe fait exprès de ne pas laisser les Togolais marcher? Non, je pense personnellement que lui, en tant que président de la République ou bien président du Conseil, doit inviter la classe politique à un dialogue. Lui, il doit les inviter. S'il ne les invite pas, on doit aussi, de l'autre côté, les contestataires aussi doivent s'organiser pour lui demander une rencontre. Personne ne veut discuter avec Fouanasigbe aujourd'hui. Si vous écoutez les leaders politiques, je ne sais pas si c'est votre cas, les leaders politiques, les blogueurs, les acteurs de la société civile qui sont vent debout. Il suffit qu'il essaye de discuter avec eux pour voir si vraiment les gens n'iraient pas. Vous savez, on a vu par exemple M. Gilles Benoît Afang-Bedi prendre la parole pour défendre le régime en place. Oui. Jadis, il était de l'autre côté. Oui. Et je ne savais pas si... Jadis, il était de l'autre côté. Oui. Donc, nous sommes tous des Togolais, tôt ou tard, aujourd'hui ou dans 5 ans, on est appelé à travailler ensemble, on est appelé à discuter. Et aujourd'hui, il vaut mieux discuter aujourd'hui pour l'intérêt général que de ça. Discuter avec qui? Des gens qui ne veulent pas discuter? Ils n'ont qu'à d'abord faire la demande. Et je pense aussi que le pouvoir en place aussi a la responsabilité. C'est à elle-même la première responsabilité d'inviter les challengers ou bien les contestataires à une rencontre pour discuter. Il y a plusieurs sujets à débattre. Par exemple, la Constitution qui a été modifiée. Quel est le chemin? Pensez-vous que le régime va revenir en arrière? Il ne s'agit pas de revenir en arrière. Mais depuis qu'ils sont allés à la 5e République, moi j'ai déjà dit qu'il faut aller à la 6e République. Parce que maintenant, il faut travailler. Il faut revoir, si on est dans un régime parlementaire, il faut que le régime parlementaire là, soit bien équilibré, qu'il y ait les comptes pouvoirs. Si c'est un régime semi-présidentiel ou présidentiel, il faut arranger tout ce qui est à arranger. De toutes les façons, aujourd'hui, on a nommé sénateurs des gens qui étaient dans l'opposition et qui refusaient le dialogue. Mais des années après, les voilà qui ont été nommés par la même personne avec qui ils refusaient le dialogue jadis. Vous comprenez? Donc je pense que... le dialogue consiste à quoi? Que les gens qui critiquaient le régime rejoignent le régime après? Non, il faut dialoguer pour l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est un nouveau Togo pour nous tous. Tous ceux qui ont dialogué avec le régime hier, tous ceux qui étaient en froid avec le régime, comme Brigitte Afang-Bedi, qui aujourd'hui roule pour le régime, c'est pas le dialogue qu'elle a... Non, c'est regrettable. C'est regrettable parce que quand vous êtes investi de la confiance populaire et que vous allez à un dialogue, c'est pour avoir des avancées pour le peuple. Par exemple, M. Gilles Benoît Afang-Bedi, quand il a rejoint le régime, quels sont les bénéfices que le peuple en tire? Oui, là même, je vous pose la question, depuis que LPT était au pouvoir, converti à UNIR, il y a eu plusieurs dialogues. Pouvez-vous nous citer déjà des résultats concrets comme fruit de ce dialogue? Oui, le dernier cas, c'est l'accord des Braves qui a été signé entre, ou bien le cas le plus emblématique, c'est l'accord des Braves qui a été signé entre l'UFC et le RPT. C'est un accord qui a tué le parti UFC carrément. Parce qu'ils ont voulu être tués. Si vous êtes en position de force et on vous a proposé le dialogue, vous avez accepté le dialogue, quand les choses ne vont pas, il y a des attitudes à adopter. Mais quand vous-même, quand vos leaders se convertissent en griots du régime qui combattait hier, au lieu de continuer par porter la voix du peuple, c'est leur affaire. C'est ça qui fait que on voit maintenant des
des cadres de l'UFC qui vont sur les médias défendre et plutôt le régime, au lieu de continuer par plaider pour l'intérêt des populations. Est-ce que ce n'est pas parce que le régime finit par noyer tous ceux qui dialoguent avec lui que les partis aujourd'hui, les voix qui s'élèvent aujourd'hui ne veulent plus aller au dialogue avec lui, demandent carrément son départ? Oui, c'est-à-dire quand vous allez à un dialogue, il faut savoir que l'autre côté veut tirer le drap de son côté, veut avoir le bénéfice, le fruit, veut tirer la part du lion. Vous aussi, vous allez avec vos doléances. D'accord? Donc, c'est bien, c'est normal. Maintenant, si vous vous laissez phagocyter, alors qu'en réalité, vous êtes en position de force. Aujourd'hui, quand je dis que l'opposition et les contestataires, tous réunis, sont en position de force. Sont en position de force. Ils sont en position de force puisque... Comment le justifiez-vous? Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de moyens. Non, l'opinion publique dépasse. L'opinion publique dépasse. Comment mesurez-vous ce qu'on appelle être en position de force? Non, être en... Oui. Quand on est violenté, quand on est frappé, c'est ça? On est en truc de force? Non, aujourd'hui, tout le monde sait, quelle que soit son appartenance politique, tout le monde sait que la population a des revendications légitimes. Mais ils ne sont pas en position de force, sinon on les aurait écoutés. Non, ils sont en position de force. Comment l'expliquez-vous? Ils sont en position de force. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les gouvernants sont en position de force. Aujourd'hui, c'est la population qui est en position de force. Maintenant, comment traduire cet avantage-là qu'on a dans le domaine, cet avantage populaire, cette confiance populaire, comment traduire cette confiance populaire en outil politique stratégique? C'est ce que je suis en train de dire, qu'il n'y a pas d'autres issues que d'aller au dialogue. En allant au dialogue, vous devez savoir que l'autre va vouloir vous rouler et vous devez vous préparer à éviter les pièges. Et si jamais il y a un accord politique, même dans une transition, supposons qu'aujourd'hui le président de la République ou bien le PC accepte une transition avec des gens de tous bords. Toujours est-il que tout le monde va manœuvrer pour avoir le dessus. Donc vous devez en être averti, avoir des comportements. Mais si vous-même, vous partez et vous devenez des griots du régime que vous combattez, la population va vous enlever de sa confiance. Et quand la population vous enlève sa confiance, vous n'êtes plus en position de force pour plaider ce que vous devez plaider. Donc il ne s'agit pas d'aller au dialogue pour aller à la mangeoire. Il faut aller au dialogue pour obtenir des avancées pour le peuple en général. D'accord. Alors pour une femme à qui l'on interdit le simple droit de manifester, pensez-vous que d'un encadré puisse avoir la coudée franche afin d'impacter ou bien de répondre aux exigences que cette Togolais-là, qui la voit aujourd'hui comme une héroïne, porte? Vous savez, aujourd'hui, elle est une héroïne. Okay? On peut dire qu'elle est la première dame de la République, il n'y a pas de problème. On ne peut pas s'arrêter à cette posture. Il faut avancer. Comment? Elle a déjà proposé un chemin. Moi, je pense que c'est bon, les propositions qu'elle a faites sont de bonnes propositions. Mais avant la démission, il faut des préalables. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Et il y a le chef d'office de l'opposition. Aujourd'hui, elle aussi, elle porte la confiance populaire. Il y a de la société civile, il y a les chefs traditionnels, il y a les religieux. Il faut que tout ce beau monde-là se retrouve, ait une plateforme revendicative unique, qui soumette au parti au pouvoir. Soit il appartient, mais il faut savoir qu'il appartient en premier lieu au parti au pouvoir de les inviter au dialogue. Mais s'ils ne le font pas, tant mieux, eux aussi peuvent le faire. L'un ou l'autre peut le faire. Mais en réalité, c'est au parti au pouvoir qui gère notre vie qui doit normalement faire le premier pas. Monsieur Dalmé, peut-être un point encore sur cette question d'aller au dialogue. Les Togolais ont été frappés, Amron a été torturé, interné de force, des gens ont été tués, des enquêtes ouvertes, jamais de suite. Le régime va sur les médias et traite ceux qui portent ces voix-là de terroristes et affirme que les soldats qu'on a vus frapper, tuer les Togolais ont agi avec professionnalisme. Vous pensez que ces messieurs sont prêts à dialoguer avec des Togolais? Comment est-ce que vous pensez que cette magie peut se faire? C'est difficile. Okay. C'est difficile. Nous comprenons, c'est difficile. Mais il faut avoir le courage d'anticiper. Il faut avoir le courage d'anticiper. Il faut avoir le courage
de se rencontrer, de parler en togolais. Et comme je le répète, c'est qu'il y a déjà des positions sur la table. La transition. La dernière fois, M. Nathaniel Olympio, qui est le porte-parole du mouvement Touche pas à ma constitution, a dit qu'il faut aller à une transition. Il n'y a pas autre solution. À part ça, ils ne vont pas rester là et sans gouvernement, et nous et d'autres personnes vont rester là à chercher à aller dans la rue éternellement. Ça ne profite ni à l'un ou à l'autre, encore moins à la population. Donc il faut, à un certain moment, accepter d'aller dialoguer. Maintenant, si les éléments ou bien le contenu du dialogue ne vous convient pas, il vous revient de venir faire le rapport à la population, le compte rendu à la population, après discussion, voici, et la population, en son âme et conscience, tranchera et on verra qui aura les faveurs ou bien la confiance populaire. Je pense que c'est le chemin et ceux qui contestent aujourd'hui, ils contestent parce qu'ils ont raison de contester. Il y a eu des changements de constitution, il y a eu des manifestations, il y a un silence de l'autre côté. Mais tôt ou tard, il faut que les gouvernants invitent les contestataires ou bien invitent à une transition ou bien à un état général du pays. Il faut qu'ils les invitent. Mais si les gouvernants ne le font pas, il faut que les contestataires se regroupent et demandent de discuter face à face avec le PC pour trouver une solution qui bénéficie à nous tous. Encore faudrait-il que ces partis-là reconnaissent que Fauna Singbe est légitime. Monsieur Dalmeda, si j'ai bonne mémoire, à part la DMP, aucun autre parti politique n'a ouvertement appelé à soutenir Dame Nakade. Pensez-vous qu'au sein de ces partis politiques-là, c'est de la prudence politique? Non, je pense que tout le monde, tous les partis politiques, d'une façon ou d'une autre, officiellement, officieusement, lors de leur sortie médiatique, tous ces partis politiques ont soutenu les revendications que porte M. Amron, que porte Mme Nakade. Et c'est des revendications aujourd'hui populaires. C'est des revendications aujourd'hui que tout le monde, en tant que Togolais, demande. De sortir un communiqué, selon vous? Non. Peut-être que, comme vous l'avez dit, peut-être c'est de la prudence politique. Mais j'ose croire que tous ces partis politiques ont soutenu d'une façon ou d'une autre. La preuve, beaucoup sont allés marcher. Beaucoup sont allés marcher, beaucoup ont tenté de marcher, beaucoup ont tenté de participer aux manifestations depuis le 6 juin. Jean-Pierre Fabre à Pévan, vous l'avez vu aller marcher, non? Non, bien avant. Il y a eu des meetings que M. Apévan et Jean-Pierre Fabre ont organisés. En rapport avec Nakade, je parle de Nakade actuellement. Mais quand ils ont organisé ces meetings, je pense qu'ils avaient appelé à encourager, à soutenir ces revendications. Donc, je répète, d'une façon ou d'une autre, tous ces partis politiques soutiennent les revendications-là. Parce que ces revendications-là sont des revendications populaires, transversales, que tous les Togolais, du sud au nord, de l'ouest à l'est, quelles que soient nos appartenances religieuses, ethniques, et c'est pas autre, nous soutenons ces revendications, puisqu'il en va du bien-être de nous tous. Alors, peut-être une dernière question. Quel dénouement envisagez-vous pour cette histoire, cette crise qui est encore naissante et qui sévit de nos jours au Togo? Je vous propose des pistes, des hypothèses. Soit Fauna Singbe démissionne sous la pression, mais Dame Nakade qui se réconcilie peut-être avec le régime sous le coup de l'usure, ou bien Amron qui finit par comprendre que cette lutte est perdue d'avance au regard de la force brutale à laquelle il fait face, ou bien Fauna Singbe sort de son silence, sort de son mutisme et calme les choses. Oui, la dernière hypothèse est la plus judicieuse, puisque c'est un leader. Et en tant que leader, il doit prendre la parole en ces moments difficiles pour donner un cap, pour donner sa version des choses. Et en tant que président de la République, certains l'appellent papa. Donc en tant que papa de la nation, il doit prendre la parole pour donner sa version des choses, un cap. Et surtout, répondre aux aspirations des Togolais. Et je pense que le Togo aujourd'hui a besoin d'être réinitialisé. Le Togo a besoin de renouveau. Et après 20 ans de pouvoir, il peut tirer lui-même ses conclusions. Il peut participer à
construire un nouveau Togo d'une façon ou d'une autre. Et voilà, donc les pistes de solutions sont là, mais nous n'envisageons pas la défaite pour le Togo. La défaite pour le Togo, c'est que ceux qui gouvernent soient dans les capacités, à cause des contestations, de bien gouverner, de gouverner tranquillement et obtenir des résultats pour le peuple. Et au même moment, ceux qui sont de l'autre côté aussi végètent dans leurs contestations. Donc à un certain moment, il faut tôt ou tard que le président de la République prenne la parole, ou le président du Conseil prenne la parole, invite les contestataires à une table de dialogue et que tous les sujets soient posés sur la table, y compris son départ, y compris les voies et moyens pour le développement du Togo, y compris les voies et moyens pour travailler ensemble pour le bien-être des populations. Donc tout est sur la table. Il faut qu'ils se rencontrent et que eux tous, ils sont des leaders de l'opposition, ils sont des leaders dans le gouvernement, il faut qu'ils trouvent des solutions. Vous savez, Talon a montré la voie. Talon a montré la voie, il a dit que l'une ne peut être éternelle. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont regroupés et ils ont dit que pour le bien du Bénin, nous pensons qu'il faut choisir telle personne comme dauphin pour le bien du Bénin. Donc pour le bien du Togo aussi, il va falloir que la mouvance présidentielle se retrouve et en leur âme et conscience, ils étudient les pistes de solutions pour sortir de cette crise et aussi que l'opposition, les contestataires se regroupent, se retrouvent, discutent et ensemble, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui contestent, ils trouvent des solutions pour le bien du Togo. C'est ce que moi je pense. D'accord. Monsieur Dalmeida Amavi Elom, merci d'être passé chez nous. Je rappelle que vous êtes conseiller régional au sein du mouvement La Voix des Sans-Voix. La Voix des Sans-Voix. Merci. Merci également.